V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une voiture super performante conçue par un spécialiste, un courseur automobile, Carroll Shelby, qui faisait de la course mais gagnait également sa vie dans la production de poulets. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une voiture super racée, une Mustang Shelby 1965, et je vous la présente avec M. Gaétan Racine. Suite à l'immense succès de la Mustang et la demande grandissante pour une voiture plus performante, cela incita Ford à demander l'aide de Carroll Shelby. Il a connu une longue carrière comme pilote, propriétaire, gérant d'écurie, manufacturier et consultant. Il a établi des records de vitesse à la piste de Bonneville en 1954 et gagne les 24 heures du Mans en 1959 comme pilote et en 66-67 comme responsable de l'écurie. À cause d'une santé chancelante en 1960, il abandonne la course et se met au travail pour créer ce qui a probablement été la plus spectaculaire et la plus rapide voiture sport, la Shelby Cobra. Il contribua également à la Sunbeam Tiger et la Ford GT40. Il était donc l'homme tout désigné pour cette besogne. Les voitures des modèles fastback lui étaient livrées de la compagnie et les modifications s'effectuaient dans ses propres installations. Il remplaçait le capot par un modèle en fibre de verre et modifiait le moteur, la suspension, la conduite et les roues. Le siège arrière était retiré au profit de la roue de secours. Monsieur Racine, vous êtes propriétaire d'un petit bijou que tout le monde aimerait posséder, une fameuse Shelby, c'est une 65. C'est une voiture vraiment intéressante à plusieurs niveaux, là. C'est une voiture qui est historique, qui est une voiture qui a un gros bagage d'histoire automobile. Vous, dans la vie, tout petit garçon, avant d'avoir des voitures de ce style-là, parce qu'on va en parler un peu plus tard, là, vous êtes un amateur de Mustang, entre autres, c'est quoi les premiers contacts avec l'automobile? Bien, ça a commencé avec les boîtes à savon qu'on fabriquait quand on était âgé de 7-8 ans. Là. Puis on faisait des tacos. Et puis on faisait des courses avec ça. Après ça, c'est devenu, on a acheté 5-6 copains, on a acheté une vieille auto à 30$. Là. Quel âge vous aviez? J'avais comme 9 ans, 10 ans. 9 ans, 10 ans, vous êtes propriétaire d'une voiture avec vos amis? Oui, bien là, on est 5-6, là. Fait que c'est... on est un groupe, puis là, on s'amuse avec ça dans les champs, les chemins de bois, parce qu'on va un petit peu dans la rue, mais pas souvent. Et j'imagine que c'était tout un thrill pour des jeunes de 7, 8, 10 ans d'avoir le droit de pouvoir conduire ça? Bien, on n'avait pas le droit, mais... Non, mais le droit, entre guillemets? Oui, c'est ça. Parce que nos parents ne savaient pas qu'on avait acheté ça, là. On le cachait en quelque part, là. Ah, vos parents le savaient pas? Non, ça, je savais pas. Donc, c'était tout fait en dessous de la couverte, tranquille. Oui. Puis là, vous partiez l'après-midi, puis aller faire une run? Oui, c'est ça. Puis l'été, on n'avait pas d'école, fait que... On changeait les idées. On changeait les idées. Puis j'imagine que c'était collectif pour l'essence. Tout le monde mettait un peu d'argent? Oui, chacun 1 pièce ou 50 cents, là. Parce qu'avec 3 pièces, on faisait longtemps, là. On avait du plaisir longtemps. Oui. Aujourd'hui, avec 3 pièces, on part la voiture, ça se termine. Oui, il y en a plus. On va pas plus loin. C'est juste pour remplir le tuyau. Par la suite, vous avez d'autres contacts avec l'automobile. Vous apprenez à conduire très jeune, on l'a dit, mais sur les routes aussi. Oui, c'est ça. Nous autres, vers 6-7 ans, mon père, il me faisait conduire sur ses genoux. Puis quand on avait 10 ans, là, on pouvait faire des petites sorties de seul, là, va porter l'auto au garage ou va faire une commission, là, des petites choses comme ça. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça nous apparaît impossible avec les... Mais ça se fait encore dans les campagnes. Plus, en ville, on voit moins. Ah non, c'est... C'est un méchant thrill, pareil. Oui. Là, vous avez un premier contact avec votre voiture. Votre père était un maniaque de motard, je pense? Oui, c'était des Chrysler. Est-ce que vous avez conduit un peu ces voitures? Oui. Vous avez du plaisir à vivre?
Oui, on a eu du plaisir, oui. Maintenant, pour l'acquisition de votre première voiture, comme telle, vous avez choisi quoi? Bien, la première, j'ai pas vraiment choisi. Mon frère, il avait une Ford 59 à vendre, puis je l'ai acheté. J'avais 18 ans. Et puis, après ça, j'ai changé quelques fois. Puis, Au cours de votre vie, par curiosité, vous estimez à combien de voitures antiques que vous avez eues? bien, des voitures, j'en ai eu peut-être 200, là. Mais antiques, Oui, là, là. depuis 30 ans, là, je vais en avoir une trentaine, 30, 35. Ouais, pas mal tout des Mustangs. Cette semaine, à Passion Auto Rétro, on rencontre Marc d'Hypertech. Comment ça va, Marc? Hey, ça va bien, toi, Eric? Super bien. Good. Écoute, Hypertech fabrique des huiles pour à peu près tout ce qu'un moteur, finalement. Cette semaine, par contre, on va parler des huiles de course. Yes. Alors, cette année, on a sorti 3 nouveaux produits. Nous autres, ça fait des années qu'on commandite toutes sortes de compétitions. Moto, VTT, motoneige, etc. Au tout début de la compagnie, on commanditait aussi des autos sur NASCAR, Busch North, Busch South, Winston Cup, pour ceux qui se rappellent de ces séries-là. Pour vous autres, c'est de l'image de marque, ça? Définitif. OK. Puis, excusez l'anglais, un benchmark qui est fantastique pour le développement de produits, là. Vraiment fantastique. On apprend énormément avec ça. Alors, cette année, on a une nouvelle collaboration qui est FestiDrag TV, la filiale FestiDrag Développement. Qui est tout nouveau, c'est nouveau de cette année. C'est tout nouveau de cette année. Alors, ça nous a amené à commanditer des gens comme Alex Labbé, Samuel Charland, Nicolas Barrette, et de développer des produits pour Alex et Samuel. Alors, on a développé une nouvelle huile pour Alex, une 030, qu'on appelle la 030R XPCN. Adapté à ses besoins spécifiques. Adapté à ses besoins spécifiques pour son auto NASCAR Pinties. Alors, c'est un grade particulier, et puis il nous a donné ses demandes. Donc, il y avait certaines demandes, et puis on a bâti l'huile vraiment spécifiquement pour l'application. Donc, lui, il donne des paramètres, j'imagine, chaleur, densité, etc. Puis toi, Là, il ne faut pas trop en parler, par exemple. OK, c'est secret, ça, c'est vrai. Bon, on va passer à la deuxième huile secrète. Oui, la deuxième qu'on a faite ici, c'est pour Samuel Charland. Pour les autos d'LMS. Alors, Alex court aussi avec celle-là en LMS, la 1040. Cette huile-là, c'était un peu spécial. On a parlé au constructeur de moteurs américain, et puis lui arrivait avec des choses très spécifiques. On a formulé pour ça. Les gars l'ont essayé dans un moteur tout l'été et ça va super bien. Donc, le résultat d'avoir une huile adaptée, ça paraît dans la performance. Définitivement. On a une troisième ici, Marc. J'imagine que c'est encore une huile adaptée. Exact. Ça, c'est une huile... Ça fait longtemps qu'on parle avec Stéphane Crête et moi. Stéphane Crête, qui est champion mondial de drag sur Harley-Davidson, dont on voit la moto en arrière de nous autres. Stéphane et moi, on parlait d'un grade de très faible viscosité pour aller chercher du HP, etc., pour faire diminuer les températures, pour avoir des résultats qu'on voulait vraiment. Et puis, ben, ça a pris un bout de temps, mais on est sorti avec ça, une 0W12 Racing, très haut taux de zinc. Les trois ont des taux de zinc qui sont élevés, mais celle-là particulièrement élevée. Et c'est une huile là, qui a donné des résultats là, immédiats, fantastiques. On rappelle rapidement le zinc, sa propriété dans l'huile. Alors, le zinc, c'est ce qui fait un film et qui permet aux plaques de métal de faire un contact film à film plutôt qu'un contact métal-métal. C'est l'antifriction, autrement dit. Le secret de l'antifriction. Voilà. Tu es dans le domaine de la course aussi, en recherche et développement. Tu participes maintenant avec une nouvelle entreprise qui est en développement. Oui. Alors, FestiDrag TV, Martin d'Anjou, FestiDrag Développement. FestiDrag Développement, c'est une filiale que Martin a créée pour promouvoir les coureurs, les jeunes coureurs, pour les aider à monter. Et puis, on est fiers d'être avec Martin là-dedans pour donner une chance à tout le monde. Un chapeau, parce que ça permet aux Québécois qui ont le potentiel
de pouvoir monter dans les ligues majeures. Super. Bravo à vous autres. Merci. On se retrouve tantôt, mais pas avec toi. Je me retrouve avec des champions qui vont m'expliquer un petit peu les grandes lignes d'une voiture de course ou d'une moto de haute performance de course. Comment c'est bâti? C'est vraiment pas comme une voiture de série. Ah non, ça n'a rien à voir. Exact. T'es chanceux, ces gars-là sont là. Grâce à toi. Merci, Mike. Salut. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Le 24 février 1965, le Nouveau-Brunswick adopte son drapeau officiel. S'inspirant des armoiries royales attribuées près d'un siècle plus tôt, on y retrouve les symboliques de liens qui unissent la province avec le duché de Brunswick et l'Angleterre. Le 30 mars, une bombe placée dans un véhicule explose en face de l'ambassade des États-Unis à Saïgon, au Vietnam. La déflagration fait 22 morts et 183 blessés. Malgré la pression militaire, le président Johnson refuse d'user de représailles. Le 13 juillet, la peine de mort est suspendue en Angleterre, en Écosse et à Wales. Celle-ci sera remplacée automatiquement par une sentence d'emprisonnement à vie. En 1969, le projet de loi devient permanent. Tantôt, vous aviez eu 200 voitures, ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Dans les voitures antiques, juste en Mustang, combien vous en avez eu? J'en ai eu au moins 25. 25 Mustangs. Ouais. Dans les années 64, 5, 6, 7. Jusqu'à 94, la plus récente que j'ai eue. Donc, vous avez l'ensemble de toute l'histoire de la Mustang. Ouais. La voiture qu'on a devant nos yeux, OK, c'est une Shelby. Déjà là, ça lui donne un petit plus. Un petit plus, oui. Un petit plus, même un gros plus. C'est une 65. Donc, on est dans la première année? Première année. OK. Ouais. Shelby avait voulu construire une voiture très performante. Il a fait plein de choix. C'est quoi la différence entre une Shelby et une Mustang? C'est surtout la suspension. Le moteur n'était pas vraiment changé. Il ajoutait comme les silencieux plus performants, le carburateur, des choses comme ça. Mais c'est la suspension qui est beaucoup plus raide. Puis on le voit quand on roule, c'est moins confortable qu'une Mustang. Plus habile, moins confortable. Oui, c'est ça. Mais quand on prend des courbes, ça va mieux. Shelby avait choisi de dénuder la voiture pas mal à l'intérieur pour justement y donner un style de course. Donc, à l'arrière, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de banc à l'arrière. Ça, c'était pour être homologué pour courir sur des pistes de course en Californie, parce qu'il courait contre des Porsche, des Triumph, Stoney, des choses comme ça. Fait que c'était tout des deux places. Fait que puis, quand il a demandé d'aller courir, ils ont dit « Tu peux pas, c'est un 4 places. » Elle a dit « C'est pas grave, on va enlever les bancs en arrière. » Puis aussi, il a mis, par rapport au Mustang, il y a aussi le silencieux qui sort sur le côté. Je le dis en français, là. Oui, en avant des roues, oui. De chaque côté. La 66, il y a eu des changements, par contre. Oui, parce qu'elle était plus pour le public, mais plus parce que Ford lui a demandé de faire plus de changements esthétiques, parce qu'il dit les gens achètent des Shelby, ils payent 2 fois le prix, puis ça paraît pas. OK. Parce qu'il était semblable, il n'y avait presque rien de différent. Question d'image extérieure, oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'en 66, il y avait, au lieu des grilles, c'était des vitres, puis il y avait 4 places. Plus beau pour le commun des mortels, moins course un peu. Oui, c'est ça, plus confortable. Il y avait un radio, puis... Plus d'éléments. Oui. Cette voiture-là, OK. J'ai ici la plaque d'immatriculation. Oui, que j'ai trouvé dans le coffre quand j'ai acheté l'auto. Fait que Len of Lincoln, Illinois, 1966. C'est une voiture que vous avez trouvée comment? Moi, j'ai trouvé ça sur Kijiji, Ontario. Le gars l'annonçait, il annonçait parce qu'il n'y avait plus la vraie peinture. Il annonçait Mustang. Et puis, moi, j'ai dit, je vais aller la voir. C'est ça que je voulais. Quand je suis arrivé là-bas, mais le gars, il savait que c'était un GT 350. Fait qu'il me dit, fait que c'est pour ça que je l'ai payé. Pour tout ça qu'elle était chère, je la trouvais chère, mais je vais y aller quand même. Fait que, mais il savait. Il savait. Il est match number? Oui, il est match number. Il a été vérifié par la SAC, puis même l'évaluateur PG Évaluation l'ont vérifié.
Il faut On que n'a comme pas le choix. Oui. Fait que la voiture a été vendue aux États-Unis, probablement importée ici au Canada. Elle a été vendue à Illinois, à Chicago. Puis après ça, il y a un qui l'a acheté, il était en Ohio pendant peut-être 4-5 ans, 10 ans. Puis après ça, c'est emmené en Ontario encore peut-être un autre 10 ans. Là. Je pense qu'il a été 30 ans sans marcher, là, en état de restauration, mais personne avançait le projet. Bon, le projet, c'était un projet pour hommes. On s'entend? Oui, c'est OK. On avait un match number, mais c'était pas la fin de l'expérience. Parce qu'il manquait des pièces de moteur, puis ça, c'est faut trouver les vieilles pièces originales. Fait que là, ça a pris quand même 5 ans. 5 ans. 5 ans. Là, vous avez passé la voiture, a été démontée boat par boat, sur la broche. C'est une voiture qui est mieux montée qu'à l'origine. Donc, vous avez tout refait la voiture. Oui, ça a été décapé au métal partout. Partout. La fameuse broche, c'est qu'on peut pivoter la voiture en avant. On peut la mettre à l'envers. Fait que là, chaque petit détail a été fait et remonté avec... Chaque boulon a été sandblasté et plaqué, tout un par un. Les petits clips, ces petites... Vraiment, on appelle ça une restauration. Là, on peut dire que toutes les pièces, j'ai tout fait. Une à une. Oui. Je suis accompagné d'Alex Labbé et Samuel Charland. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, absolument. On a devant nous aujourd'hui une voiture de course. On a la chance qu'elle soit déshabillée, c'est le cas de le dire. Donc, on va en profiter pour expliquer aux gens un peu comment c'est construit une voiture de course. Grossièrement, c'est un châssis tubulaire. Oui, ça, c'est une voiture LMS que je cours au Québec, dans le nord des États-Unis un petit peu. C'est un châssis tubulaire avec une suspension indépendante, puis un amortisseur de type coil-over qu'on appelle. OK. C'est un petit peu différent des voitures NASCAR que je cours en Pinties aux États-Unis, mais ça ressemble à ça pour... Fait que c'est parfaitement ajustable, tu ajustes ça selon tes besoins, selon ton équipe, ce que vous avez besoin comme paramètres. Okay. Après ça, on parle un peu de moteur, transmission, différentiel. Quel genre de mécanique on assise sur ce genre de voiture-là? Dans le fond, depuis plusieurs années, les séries utilisent des moteurs Crate. Comme dans le cas du LMS, c'est un moteur Crate 602, utilise une traction aussi 3 vitesses GM. C'est vraiment monté mécaniquement comme GM de compagnie. Donc les coûts sont restreints, performance environ 400 HP. Et aussi en arrière, on a un différentiel type Quick Change. Dans le fond, ça permet de changer le rapport plus rapidement avec 2 gears. Vraiment monté pour faire des modifications à piste rapidement. Merci beaucoup les gars pour ce rapide survol, puis je vous souhaite une très belle saison 2020. Merci beaucoup. Plaisir. Je t'accompagne Stéphane Crête. Bonjour Stéphane, comment Salut, ça va? Ça va bien? Oui. Toi aussi? Très bien. Là, tu es dans une classe de course de moto un peu à part. Dans quelle classe tu es? Dans le fond, la classe, c'est la classe Outlaw Street. C'est limité par un pneu de rue, pas de bord anti-wheelie qu'ils appellent. Le pouce cube, 145 pouces cubes, le wheelbase qui est limité à 74. Fait que c'est normalisé. Puis dans ces normes-là, vous essayez de surperformer l'autre par rapport à des petits détails? Qu'est-ce qui est... la construction du châssis, premièrement, est faite en chrome moly, avec des épaisseurs assez minces pour la légèreté. Les roues de fibre de carbone, tout ce qui est bearing en céramique, wall ride bearing. Tous les roulements de roues sont en céramique. Les roues, tout ce qui est la transmission, tout ce qui roule, qu'on peut mettre, que le produit existe, on met des bearings en céramique. Parfait. Ce n'est plus résistant à ce moment-là. Résistance et anti-friction. Moins de friction, tout comme l'huile. En tout cas, tu as toute une machine en passant. Je connaissais pas vraiment ça, mais j'aimerais bien ça voir une course avec ces véhicules-là. Ça veut dire que ça allume le monde. Écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle saison 2020. Merci à toi, Sarah. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mario, cette semaine, dans notre série Histoire de jouets, on parle d'une petite voiture que moi puis toi, on s'est amusé avec. Les voitures à friction. On allait chercher l'énergie comme ça. Oui, monsieur. Puis la voiture partait toute seule. Tonka a joué dans la même talle un peu. En 70, on a créé la gamme Toti qu'on appelle. Ils ont fait 8 modèles différents. C'est des petites voitures en plus petit format avec le châssis en inox.
et à friction, il en va de soi. C'était le but, c'était simple, c'était de concurrencer Hot Wheels à l'époque. Qui était très présent. Exactement. Mais ça a duré à peu près 2 ans. En 1973, on a arrêté ça. La raison est inconnue. Bref, probablement qu'il y avait eu des problèmes avec le ressort, mais ça, on ne sait pas. 71, pour Tonka, c'est une année importante. On est rendu à 137 modèles qui est offert, dont les nouveaux Scrambler, le modèle, dans la gamme Mini. La camionnette Jeep Gladiator est abandonnée et remplacée par une nouvelle cabine qui est nommée la Super Trush. Le design est si avant-gardiste que le modèle sera utilisé jusqu'en 1980. Donc, on l'a utilisé pendant 9 ans, ce modèle-là, quand même. En 1971, Tonka achète la société Vogue Dolls à Melrose, ce qui aboutira en 1973 à l'apparition de poupées avec le logo Tonka. Ah bon? Cherchez l'erreur, cherchez pourquoi. Je me souviens pas de ça, moi. Moi non plus, ça l'a passé assez rapidement, alors c'est peut-être pour ça qu'on s'en rappelle pas. Tonka signe un contrat avec Winnebago Industries. C'est quand même assez important. Il en découle qu'en 1973, le Mighty Motorhome Winnebago, le numéro 3885 pour ceux qui collectionnent, et le Teeny Winnie, le plus petit, le numéro 800. Alors, on signe avec Winnebago et là, on vise vraiment le camping-car, le loisir. C'était très, très, très lucratif chez Tonka. Tout l'aspect loisir des véhicules qu'on a pu créer avec cette gamme-là, en somme. C'est des belles associations quand même, des compagnies majeures. Là. Ben oui. En 1975, Tonka est devenu un géant international. Il est situé à l'Allemagne de l'Ouest, en Australie, Belgique, le Canada, France, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est en compétition avec Ideal, Mattel, Hasbro, Parker Brothers et Fisher-Price. Des lignes majeures. Eh oui, mais cette année-là, il a participé au Clio Award pour la meilleure publicité en 1975 et a gagné un prix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, c'est le gros camion de terre, le camion BEM. Il y a un éléphant, il met sa patte dessus, puis il essaie d'écraser le Tonka, puis sans succès. Honnêtement, ça me dit quelque chose, c'est pas clair dans ma tête, mais ça devait être assez impressionnant comme pub. C'était assez impressionnant et très... Mais ils ont gagné un prix avec ça, écoute. Là. C'était diffusé au Canada, ça? Oui, ah, oui. La semaine prochaine, je te parle de diversification et de production plus. Merci, Mario. Une Mustang concoctée par Shelby fit son apparition en 1965, la GT350, propulsée par un moteur de 289 pouces cubes développant 306 chevaux. Elle était basée sur le modèle Fastback auquel on avait remplacé les louvres par une glace et augmenté le volume des prises d'air. En 1965, 562 Shelby sortirent d'usine. Le prix était de 4 600 $ alors qu'on pouvait se procurer une Mustang pour des prix variant de 2 372 à 2 653 $. Monsieur Racine, vous avez eu beaucoup de Mustangs, on l'a dit, mais vous avez également eu une Thunderbird, entre autres. Thunderbird 76. D'autres voitures aussi, de gros format aussi. Ah oui, des Cougar, Meteor, Mercury. Vous êtes toujours dans la compagnie Ford, beaucoup. Presque. J'ai eu des fausses notes dans les Chevrolet et les Chrysler. OK. Parce que moi, c'était... Mais des fois, une occasion, on achète d'autres marques. C'est quoi? C'est les opportunités qui sont arrivées. C'est ça, oui. Dans la vie de tous les jours, roulez-vous avec la voiture? Vous en avez plusieurs. J'imagine que vous en choisissez à chaque année quelques-unes que vous allez sortir? Oui, c'est ça. Mais comme celle-là, je la prends presque pas, là, parce que... je suis dans le garage, fait que là, je travaille sur d'autres, fait que vous roulez les voitures que vous restaurez. Oui. Vous avez du plaisir avec. Oui. Allez-vous dans les expositions? Sortez-vous un peu? Oui. Je suis dans les expositions qu'il y a dans les environs, comme au Chute-Montmorency, puis Saint-Étienne samedi dernier. OK. J'ai déjà été loin, comme aux États-Unis, mais là... Tente un petit peu moins. J'y vais moins, oui. Un petit peu moins. Ouais. En terminant, vous venez de gagner un beau prix au Salon de l'Autosport. Oui, Bravo. J'étais bien content. Dans votre catégorie, il faut dire que là-bas, il y avait comme des belles voitures pas mal, donc la compétition serrée. Oui, il y avait beaucoup de Mustangs surtout. Et puis, oui, j'étais surpris mais j'étais content, là, parce que ça récompense les efforts, puis... Et de sortie du lot malgré la qualité des voitures. Oui. Monsieur Racine, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir. Très intéressant. Puis bravo, puis je pense que vous avez assez de Mustang pour dire que vous êtes le spécialiste de la Mustang au Québec. Merci encore. Merci. Monsieur Larue, vous êtes une personne très connue dans le véhicule antique. On sait que depuis plusieurs années, vous faites également des véhicules de service restaurés. Cette passion-là, ça a commencé comment? La passion a commencé d'abord avec des véhicules antiques, des automobiles dès l'âge de 15 ans environ. Et il y a 10-12 ans, j'ai commencé à regarder les camions. On a restauré quelques-uns et puis j'ai restauré des véhicules de service comme le camion de pompier qui vient de la ville de Courville. Donc, mon père avait fondé la brigade en 1944. Le camion, c'est un 45. Et après ça, j'ai eu un camion Ford qui sert de remorqueur. Et puis après ça, une plateforme avec un camion Fargo. Est-ce que c'est plus difficile de restaurer un véhicule de service qu'un véhicule, on pourrait dire, de deux rues antique? Bien, ce qui arrive, c'est que dans le camion, des fois, les pièces sont un petit peu plus rares. Il faut composer avec plusieurs années, des fois. Et puis, comme dans un camion Ford, des fois, on est obligé de prendre des camions et des pièces de pick-up pour faire un gros camion. C'est un peu plus compliqué. Il y a certaines marques qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, il faut être un peu plus créatif, un peu plus ingénieux. Oui, il faut être ingénieux des fois pour réussir à les restaurer comme il faut. C'était Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.